Bonjour, j'aimerais remercier tout d'abord chacun des organisateurs de cet événement pour cette occasion de participer euh, lors de cet événement qui rend hommage aux professeurs de langue sœur, professeurs Granger et Villemain, et qui sont présents dans notre vie et dans ma vie académique notamment. Il s'agit donc d'un honneur, le fait de pouvoir participer à un événement qui lui rend hommage. Et j'aimerais reprendre quelques thématiques dont j'ai abordé dans ma thèse selon mon point de vue à présent, en vous montrant l'importance de ces systèmes pour nos débats. Euh, les débats de notre vie contemporaine qui tournent autour des significations des noms fictifs, par exemple. Une proposition du genre Sherlock Holmes en anglais. À quoi nous voulons faire référence en disant Sherlock Holmes? Cette question peut recevoir des réponses très intéressantes, mais sa force ou son intégrité ne peuvent se voir qu'à partir d'un contexte philosophique qui me semble profondément étrange face au débat contemporain. J'aimerais reprendre ici la distinction faite par Fabien entre le langage en tant que calcul, c'est-à-dire la logique en tant que calcul, et la logique en tant que langage universel. Des questions de ce genre, à fin des comptes, quel est le référentiel, quelle est l'entité attachée à cette partie-là d'émettre une proposition? Et cela est lié à des logiques comme Frege et d'autres savants qui possèdent, qui utilisent ce genre de caractéristiques, mais que dans le débat contemporain ont été abandonnés, laissés à l'écart. Il existe un principe qui est très fort en ce qui concerne cette question de la compositionnalité qui s'admet à présent, mais qui n'est pas vu comme Frege, comme d'autres savants qui parlent du contenu sémantique d'une proposition et qui est une fonction du contenu sémantique des parties qui les composent. Ce qu'ils avaient en vue, en fait, c'est que chacun de ces contenus sémantiques était une entité qui devrait être liée, attachée à cette partie sententielle et qui, ou propositionnelle, mieux disons, qui consistait, à vrai dire, la signification. Nous avons donc la compositionnalité dans le sens et dans la référence. Et Frege ne pensait jamais à des phrases comme celle que je viens de vous dire de Sherlock Holmes. Et quel est le sens de dire Sherlock Holmes? Là, c'est une phrase sans aucune référence et par conséquent n'a pas une valeur de vérité. Et lorsque nous avons deux niveaux d'articulation, nous n'avons pas de difficulté pour articuler le niveau du sens sans que vous ayez des objets liés, attachés à l'une des parties. Il faut juste avoir des sens liés à ces parties. Et Russell, et ce débat acquiert des contours encore plus intéressants à partir de la théorie de l'interprétation. Car quelle est la première chose importante dans la théorie de la dénotation de Russell? C'est que les noms non nécessairement vont désigner les entités
des entités qui sont, à vrai dire, la signification de ces noms, mais ils doivent surtout désigner une existence qui est nécessaire, une existence qui ne peut pas être niée ou il serait au moins contradictoire, sa négation. Russell dit il faut que ce soit une vérité logique. Il est inconcevable que le nom A soit vide. La référence de ce nom est assurée préalablement puisqu'elle ne dépend pas d'un domaine arbitraire. Il y a un domaine donné d'individus existants et que je dois découvrir où il se trouve. Et par conséquent, il serait contradictoire le fait d'affirmer qu'un nom ne désigne rien, qu'il n'existe rien qui soit la référence du nom A. Puisque le nom A n'a pas de référence, il n'est pas un nom. Et à Wittgenstein, nous avons la même idée à partir de ces traités, mais transportée maintenant au niveau des conditions. Conditions du sens de toute proposition. Wittgenstein remplace l'identité par une convention par laquelle des noms différents font référence nécessairement à des objets différents et des variables différentes puisqu'ils ne peuvent pas recouvrir un même objet à partir d'un même contexte. Et ainsi, il réussit à reconstruire tous les sens exprimés par Russell par l'intermédiaire de l'identité, à l'exception des propositions qui n'impliquaient que l'identité. Voici quelque chose à souligner. Chez Russell, l'identité n'était pas un symbole primitif. Elle était définie par la loi de Leibniz, par l'identité de ce que ne peut pas être discerné. Et pour Wittgenstein, il est parfaitement possible, même en assumant cette définition, il est parfaitement possible d'imaginer des mondes où deux objets coïncident dans toutes ces attributions. Il n'y a aucune impossibilité logique dans ce cas-là. En revenant au traité, la théorie de la compositionnalité, dans ce cas, assume une forme aussi radicale que celle qu'elle avait à partir de la logique de Russell, que lui aussi assume le principe que le nom désigne les objets dont l'existence est nécessaire, dont l'inexistence serait inconcevable. Et c'est dans ce contexte que l'absence d'un objet associé à un nom engendre un collapsus de sens. Et là, je me demande combien d'entre nous aujourd'hui sont disposés d'aller aussi loin que Wittgenstein est allé et Russell, et combien auraient le pouvoir d'argumenter et de se trouver une entité à partir d'un nom comme Sherlock Holmes. Si je vous demande, c'est un personnage de fiction. Il est une identité abstraite. Et qu'est-ce que cela veut dire? Un personnage de fiction. La réponse en portugais, au moins, serait celle-ci.
On peut peut-être demander dans quelle œuvre, quel film ou livre ce personnage apparaît, mais cette recherche d'une entité est liée à une logique profondément étrange à nous, qui nous est profondément étrange. C'est une logique dans laquelle, en plus de ce principe fort de compositionnalité qui englobe une resignification et prétend surtout devenir un langage universel, et cela dans le cadre d'un projet logiciste, cela était absolument central, c'est-à-dire le gain philosophique du logicisme, qui n'est pas du tout centré sur l'arithmétique logique. Voici un gain. Car lorsque nous arrivons à définir tous les termes arithmétiques par pure logique, et lorsque nous arrivons à traduire les propositions arithmétiques dans des termes purement logiques et prouvés à partir d'axiomes logiques, les axiomes de l'arithmétique, il s'agit d'un gain philosophique. Par contre, ce gain philosophique n'aura sa vraie dimension qu'à partir du moment où nous arrivons à réfléchir sur un contexte de logique prétendant devenir des langages universels qui prétendent devenir un moyen d'expression de toute forme de pensée que puisse être formée à partir de toute forme de langage, à partir de n'importe quelle chose. Voici les prémices de Russell et Wittgenstein. Avec cette prétention, nous disposons d'une réponse immédiate, puisque non seulement les statuts des propositions arithmétiques sont déterminés, mais nous avons encore une réponse immédiate à la question entre les énoncés, les nombres établis et utilisés dans l'arithmétique, puisqu'ils sont énoncés dans le langage quotidien. Par exemple, il y a une centaine de personnes dans cette salle. Donc, la même matrice d'analyse, le même langage universel que me permettra d'analyser que 5 plus 7 est 12, me permettra d'analyser la quantité de personnes dans cette salle. Et par conséquent, depuis la matrice logiciste, je peux établir cette relation entre 5 plus 7 égale à 12 et les relations faites entre les énoncés du langage en utilisant des nombres. Cette relation doit être établie de l'extérieur. Et lorsque je considère l'arithmétique comme étant un jeu purement formel dans le logicisme, elle est offerte ainsi, elle est vue ainsi, et surtout par cette ambition existant dans le logisme. Et là, je me demande à nouveau combien de philosophes aujourd'hui seraient disposés à travailler avec ces ambitions de la logique. Jusqu'à quel point sont-ils prêts à travailler avec ces ambitions? Car nous, depuis les années 30, je dis même, je crois qu'à partir de l'échec des traités, je crois que là, c'est le traumatisme le plus important. C'est donc à partir de l'échec des traités, d'abandonner des fois plus consciemment, des fois moins consciemment, mais d'abandonner cette prétention d'avoir un langage universel, d'abandonner cette idée que la logique peut fournir une seule matrice afin d'analyser toutes sortes de langages possibles de toute population, de toute nation utilisée dans n'importe quelle époque, que l'Indien du Xingu puisse utiliser la même langue que j'utilise aujourd'hui. Qui prétend à ce genre de choses? Dans la linguistique, il y a des ambitions de ce genre, mais dans la philosophie, je ne pense pas vraiment. Et néanmoins, c'était cette prétention-là qui était proposée par Russell, par
Wittgenstein, et c'était cette prétention qui donnait des nuances aussi caractéristiques. Ce genre d'ambition-là, j'aimerais savoir de combien de temps je dispose afin de calculer là si je peux vous introduire davantage de sujets. Alors, on y va donc. Chacun de ces sujets est là, tout en réfléchissant sur ces thématiques afin d'apporter un peu de lumière aux difficultés et à partir de la compositionnalité forte, de la résignification du contenu sémantique, du sens de la référence, ainsi que la prétention de la logique de devenir un langage universel, quelles sont les difficultés trouvées à partir de ces prétentions? Quels ont été les défis à faire face? Avant tout, nous avons chez Russell la difficulté de savoir à fin de compte ce qui est la signification des noms produits, si le sens d'une proposition fait allusion à la signification des noms, quel est le sens produit par une proposition? Il y a quelqu'un qui a dit fait. Mais les propositions peuvent être fausses. Alors, lorsqu'une proposition est fausse, alors quel est le fait qui lui correspond? La réponse donnée par Russell à l'époque a été rien. Une proposition ne désigne rien puisqu'elle est un symbole incomplet. Elle participe significativement d'un contexte significatif, mais elle, en soi-même, n'a aucune espèce de référence, aucun type d'objet à elle attaché. Ainsi que l'actuel roi de France, cette expression ne veut rien dire, ne désigne rien, mais peut quand même participer à des contextes que, dûment analysés, nous font voir que l'expression originelle faisait partie de l'ensemble. Alors, la proposition, comme le tout, se transforme dans un symbole incomplet, c'est-à-dire elle n'a pas une signification indépendante, ne désigne rien, une valeur de vérité, même pas un fait, c'est-à-dire rien. Dites-moi. Sans micro, je ne peux pas traduire. Non, je pense à l'article du Russell, OK? Je vous prie juste de exemplifier. Non, ce n'est pas un exemple, Wagner. C'est la traduction de cette proposition dans la théorie des descriptions. OK, dans la théorie des descriptions, nous traduisons cette proposition du langage quotidien dans une proposition quantifiée où cette expression n'apparaît plus. Et ainsi, la question posée pour ce qui concerne la chose désignée disparaît également. Et de même, la question posée par la chose désignée par la sentence, par la proposition, disparaît selon Russell dans la théorie du jugement. De quelle façon? Alors, lorsqu'on considère que la proposition individuellement n'a pas le pouvoir de désigner quoi que ce soit, mais qu'elle peut participer significativement d'un contexte plus large, qui n'est plus un contexte sententiel. C'est un contexte judicatif, psychologique, un contexte dans lequel le sujet a rapport par une relation judicative
avec les objets désignés par les parties de la sentence affirmée par le sujet. Ceci étant, devant la question concernant la signification d'une proposition du genre FA, comment Russell garde le principe de la compositionnalité F a un sens, F de X désigne une propriété et cela désigne un objet. Chacune de ces deux choses possède un sens. Mais quel est le sens du groupe? Russell dit qu'il n'y a aucun sens, aucune signification, aucune désignation, mais participe significativement d'un contexte significatif qui est le contexte du jugement où je n'ai que les objets désignés par X et A, mais surtout j'ai une relation judicative entre S, F de X et A. Ainsi, la compositionnalité est récupérée, au moins lorsque nous gardons la théorie du jugement. Nous pouvons la récupérer au niveau d'un acte psychologique. Et donc, ce qui a du sens, ce n'est plus la proposition, mais l'acte de juger les croyances. Et là, je peux dire que le sens du jugement est donc une fonction des significations des termes avec lequel le sujet a une relation. Alors, quel est le grand obstacle devant Russell, dans le chemin de Russell? Il y a des innombrables obstacles, mais la négation, sans doute, est le plus important. Que puis-je faire maintenant avec la proposition non FDI? Je peux la transformer dans un objet logique. Le prix est très haut, puisque maintenant, je dois transformer ce jugement en relation entre ces mêmes éléments et un objet logique supposé. Et là, nous avons le manuscrit de 1913 et beaucoup d'autres problématiques. Mais j'aborde celui qui a été abordé par Fabien et qui nous servira pour aller directement vers les traités. Afin de garder la compositionnalité à partir de la théorie du jugement, je dois disposer d'une explication pour avoir une signification pour cette raison. Et je peux dire il s'agit d'un objet logique. OK, mais si je mets une négation de plus ici, j'aurai un jugement entre S, F de X, A, non et non. Une relation de 5 éléments et qui doivent avoir une relation logique avec cette première et cette deuxième, et une relation entre ces deux faits. Alors, cela peut être tout, mais pas une chose logique. Je ne dispose même pas d'un même prédicat. Par exemple, ici, c'est un prédicat à 3, à 4 et à 5 places. Donc, ils ne sont même pas d'accord avec le type d'entités qui peuvent exister.
Ici, nous pouvons avoir un objet logique à dernière position et dans ce cas, non. Et si je suis rigoureux, je peux vous dire que la théorie de jugement de Russell parle d'une famille de relations. Parenté par quoi? Non, je pense que logiquement, il n'y a pas de relation logique entre elles. Le seul parenté qu'elles peuvent avoir, c'est plutôt le psychologique, puisqu'elles appartiennent à une même famille psychologique d'actes différents, par exemple, différemment de l'acte de s'en douter de quelque chose, où S a une relation avec F de X et A. Et il s'agit donc d'une relation semblable à celle-là, qui dispose du même genre d'argument, mais qui doit être complètement différente du point de vue psychologique, ainsi que la différence parmi ces relations et psychologiques, les vraisemblances ne peuvent qu'être liées à ce côté psychologique. Alors la compositionnalité du sens se trouve chez Russell face à des problèmes dont Wittgenstein essaye de résoudre. Observez qu'ici, nous disposons de trois auteurs qui jouent très fort. Ils font des jeux avec beaucoup d'arguments. Ils parlent d'un langage universel. Ils ne parlent que d'un calcul de n'importe quoi. Lorsqu'ils cherchent des solutions pour ce problème, ce sont des problèmes éminents. Et si je ne trouve pas une relation entre ces choses, entre ces deux jugements, la théorie du jugement de Russell devrait être abandonnée, comme il a été, car la radicalité impliquée dans ce projet est complètement laissée à l'oubli à présent, ne prend pas une vraie place dans les discussions actuelles. Et Wittgenstein a sa place car il a pu faire face à ces problématiques. Il a dû la bonne dimension à ces questions. Je finis dans 10 minutes et nous passons donc aux discussions. Voici la formule générale pour toute proposition qui est proposée par Wittgenstein pour le portugais, pour l'allemand, c'est-à-dire pour toutes sortes de propositions que puissent être énoncées dans tout langage. Il s'agit d'une fonction véritable des propositions élémentaires. C'est intéressant de comprendre cette symbologie qui peut-être semble un peu étrange. Voici une recette récursive afin d'avoir toute et n'importe quelle proposition. Voici la base de la récursivité et à la base, vous avez donc ce trait qui indique une totalité formellement déterminée des propositions. Et dans ce cas, nous pouvons avoir des ensembles finis. Et là, nous disposons des signes. Sinon, nous pouvons décrire cette totalité comme étant l'ensemble de valeurs d'une proposition. Ainsi, nous pouvons obtenir cette totalité. Sinon, comme des valeurs d'une série, comme étant des valeurs d'une série informelle. Alors, cette totalité ici, dans ce cas, est une totalité formellement définie
par le fait que nous disposons de toutes les propositions qui ne peuvent pas être obtenues à partir d'autres propositions. Non, je corrige, qui n'ont pas besoin d'autres pour qu'elles soient obtenues selon l'application des opérations logiques. Ensuite, j'en parlerai de cette correction, c'est-à-dire des propositions élémentaires qui sont des liens élémentaires et qui vont dans le sens plutôt radical, mot utilisé par Husserl. Ce sont des désignations rigides liées essentiellement à un objet dont l'existence est absolument nécessaire. Voici la totalité que nous avons dans ce premier pas de la récursivité. Ce premier pas à partir de cette recette récursive afin d'obtenir les propositions du langage et les propositions élémentaires, propositions qui sont obtenues à partir des opérations véritables. Et là, pour vous expliquer le verbe avoir besoin, l'utilisation de ces verbes, c'est parce que le non-P est aussi élémentaire. Une proposition est définie par ses conditions de vérité et non par des brouillons que nous faisons sur du papier. Alors, nous avons P avec ce trait qui porte cette notion de proposition élémentaire qui, voilà, voici représenté par cette variable et nous pouvons appliquer une négation simultanée. Ensuite, afin d'avoir une nouvelle proposition mise à l'intérieur de l'ensemble originel. Et selon Wittgenstein, nous pouvons obtenir n'importe quelle proposition que vous proposez en avoir à partir de ces mécanismes. Il est facile à découvrir que dans la logique de Husserl, la reproduction est très facile. Je crois que ça vous connaissez très bien. Vous pouvez sélectionner la totalité des valeurs d'une fonction propositionnelle. Vous pouvez nier toutes ces valeurs et il existe X, X. Et là, nous réduisons la problématique de conditionnalité. Et chez Husserl, nous avons cette compositionnalité dont le seul problème se trouve lorsque nous devons identifier une négation, parce que toute fonction peut sortir d'ici. Toute fonction de vérité ayant un nombre fini de propositions sort d'ici, ainsi que des propositions du genre il y a plus de personnes dans la salle à côté qu'ici, c'est-à-dire avec des déterminants ou des comparaisons déterminées de quantité. Car lorsque nous affirmons qu'il y a davantage de personnes là-bas qu'ici, vous utilisez une série formelle. C'est-à-dire, selon Wittgenstein, il y a un mécanisme pour reproduire la logique de Husserl avec l'utilisation de cet opérateur. Et si cela est garanti, et là je souligne que pourquoi il est amené à agir ainsi, car il veut garantir la propositionnalité à tout prix. Et ainsi, il doit démontrer comment nous pouvons obtenir des propositions élémentaires, puisqu'elles sont des fonctions liées à la signification des noms qui l'accompagnent, mais comment cela peut être élargi, peut s'élargir à partir des connexions, à partir d'autres arguments dont Husserl avait beaucoup de difficultés à exprimer. Et là, nous essayons de comprendre la négation à partir de ces prémices. Et la négation est expliquée dans les traités à travers non seulement d'un objet, mais à partir de la table de la vérité,
utilisé comme un signe propositionnel cherche à montrer. C'est-à-dire, je n'ai aucun élément matériel introduit. Les objets impliqués sont exactement les mêmes. Par contre, les conditions de vérité s'opposent. Ce qui était condition de vérité pour la première proposition, c'est une condition de falsité pour la deuxième. Fausseté. Et ce projet va tomber dans l'échec. Wittgenstein lui-même reconnaît l'échec du projet. En 1929, dans son article sur la forme logique et tout au long de sa carrière. Tout d'abord dans les observations philosophiques et les modes, et finalement dans la philosophie plutôt mature qui surgit en 1936. Alors les traités deviennent un projet qui tombe dans l'échec, abandonné. Son échec se doit à d'autres points, comme par exemple l'impossibilité d'attribuer des nombres ou comme par exemple, là, il y a 3 degrés de saturation dans cette couleur et pas 2. Mais cet échec sert à clôturer un cycle qui me semble être le cycle dans lequel ces questions contemporaines ont une force. Ça ne veut pas dire qu'elles ne portent plus d'intérêt, ne suscitent plus d'intérêt, mais il me semble qu'elles ne suscitent beaucoup d'inquiétude. Alors, quelle est l'entité? Quelle est l'entité derrière Sherlock Holmes? Si nous n'assumons ces préalables, ces hypothèses, et si nous ne voyons pas la logique en tant que langage universel, cela ne va servir à rien. Si vous ne voyez pas le langage comme un être qui travaille pour la signification. Si ce n'est pas le cas, la seule motivation afin d'expliquer le fait qu'il y a une entité derrière Sherlock Holmes est du genre qui cherche à classifier, par exemple, que le nom Sherlock Holmes s'utilise différemment d'autres noms puisqu'il s'agit d'un nom fictif. Mais, OK, si c'est vrai, pourquoi utiliserais-je le terme entité? Et ces inquiétudes sont une sorte d'héritage. Et cet héritage nous a été transmis de façon presque imperceptible, mais puisque nous utilisons les mêmes formes de calcul, la même logique utilisée par eux, dans son essence, il s'agit d'une logique qui n'a pas les mêmes ambitions de Frege, qui a d'autres applications, il y a d'autres questions, mais ces questions qui ont été posées dans le contexte de Frege et de Wittgenstein ne peuvent plus être posées car cette logique tout simplement n'existe plus. C'est ça. Merci. João, eu começo assim com primeiro parabéns pela exposição. Primeira vez que eu vejo todas essas coisas com muita clareza, tá certo? É graças a ti, certamente. Algumas observações. Num certo sentido, uma parte do projeto permanece porque a gente utiliza, tu usou aqui no quadro várias vezes, uma distinção entre vários argumentos e um predicado, e isso faz parte dessa linguagem universal. Isso permanece. Talvez não permaneça, digamos assim, a possibilidade de tentar definir significados e, inclusive, mais ou menos caracterizar a nossa ontologia de significados, em falta de um nome melhor, ou pelo menos saber me expressar melhor,
como é isso que o Wittgenstein tinha aqui. Deixa eu só fazer uma observação, Wagner. Você quer terminar? Depois eu só não posso me esquecer. Vai. Não, pode. A gente... Porque esse é um ponto interessante, que eu esqueci de falar e, na verdade, estava preocupado com o tempo. Vamos dizer, essa distinção que é a distinção freguiana entre conceito e objeto, que é a distinção aristotélica entre sujeito e predicado ampliada. Você vai no Tratado da Interpretação, você tem a distinção entre o que pode ser dito de alguma coisa e o que não pode ser dito de nada. Que é basicamente a distinção freguiana entre entidade saturada e insaturada. Está claro? Aquilo que é sujeito por excelência e aquilo que é predicado por excelência. Só que em Frege você tem predicados de segunda ordem, você tem uma ampliação, você tem relações, você tem uma série de outros elementos que não existiam, mas você tem uma noção ampliada de predicação, nessa forma argumento-função. Ora, Wittgenstein no Tratatus rompe com isso. Está claro? Vamos dizer, o que é uma proposição elementar? Uma proposição elementar é simplesmente uma concatenação imediata de nomes. Vamos dizer, você tem nomes com diferentes possibilidades combinatórias, está claro? E cada um desses nomes pertence a uma categoria lógica. O que Russell faz para se livrar, o que Frege faz, o que Russell faz, é criar categorias a priori. Então você tem os indivíduos, em Russell, propriedades de indivíduos, relações entre indivíduos, depois você tem relações entre relações, propriedades e relações, e assim por diante, com todas as ramificações de que isso é suscetível. Está claro? Isso no Tratatus não existe mais. Wittgenstein abandona por uma razão muito simples. Porque isso é arbitrário. Quem é que diz que as formas lógicas são essas? Vamos dizer, você pega o argumento, Sócrates é mortal. Diz Frege, bom, se você tira Sócrates é uma entidade saturada e o que sobra aqui é uma entidade carente de saturação. Diz Wittgenstein, por que Sócrates não é carente de saturação também? E como é que eu sei quais são as entidades últimas do universo? Eu tenho que primeiro analisar. Russell dá todas as formas lógicas das proposições elementares nos primeiros capítulos do livro. É a teoria dos tipos. A teoria dos tipos tem todas as formas lógicas das proposições elementares. Está claro ou não? Wittgenstein diz, as formas lógicas das proposições elementares não são algo que eu possa inventar. Eu tenho que descobrir, eu tenho que analisar e chegar em proposições que são inanalisáveis e ver qual é a forma dessas proposições. Tá? Bom, é interessante a observação. Então, nem isso a gente herdou. Vamos dizer, até isso é uma sombra da lógica de Frege e de Russell, que Wittgenstein tinha submetido a uma crítica que até hoje não teve resposta. Agora, tu vê, num certo sentido, tu tens essa dicotomia sujeito cópula predicado, que perdura em toda a tradição ocidental e que vai informar toda a história da filosofia até o final do século XVIII, começo do século XIX, não é pouca coisa. Isso. Bom, mas quando tu veio aqui no quadro para nos apresentar as coisas, tu usou a contemporânea, a de Frege. Então, até a gente pode dizer, bom, essa não é, talvez a gente tem críticas, a gente pode ser críticas, mas está por vir a nova forma lógica. Está para ser anunciada, mas a gente usa, sem dúvida, a análise que a gente faz da linguagem e do fenômeno da significação e da semântica ainda requer, talvez nunca exista um momento em que a gente pare e diga, tá aqui, essa é a definitiva. Não, está certo, Wagner. Mas veja o seguinte, enquanto você está lidando no nível de uma álgebra, você pode inventar as suas formas. Vamos dizer, se você criou a álgebra, você é senhor dela, e você vai ter utilizações para ela, utilizações que muitas vezes são muito interessantes. Ninguém está negando interesse para a álgebra. Mas é uma álgebra. Não é uma linguagem universal. Uma linguagem universal tem que te mostrar a articulação do real, e ninguém me obriga. Vamos dizer, não há nada que me obrigue a pensar que a articulação do real é a da teoria dos tipos de Russell. É verdade, não creio que ninguém pense nisso, tampouco, não é? Ou a versão mais simples dela em Frege.
Claro. função, argumento, porque, vamos dizer, você tem ali simplesmente os 2 primeiros degraus da escadaria. Claro, está bem, mas é o instrumento que a gente tem de análise. Mas se tu ninguém está quiser. negando. Enquanto instrumento está ótimo. Mas é isso que eu estou tentando falar. Tá bom. Enquanto instrumento é muito legal. O problema é que é só instrumento e para ninguém. Para essas 3 pessoas, Frege, Russell e Wittgenstein, isso não era só um instrumento. Tá bem, Isso não era uma álgebra. Mas um instrumento não é instrumento de cálculo. É instrumento de análise. E a oposição que se faz ninguém tá entre tendo- Bom, Wagner. foi assim que tu iniciou, com Não, a sim. oposição entre linguagem e cálculo, não Deixa foi? eu só te falar uma coisa. Eu dei a impressão de que eu não gosto dos cálculos. Não deu a impressão. porque Não eu deu a gosto impressão. deles. Tá bom. Eu só, então, vamos dizer, pronto. o que eu só quero é distinguir cálculo de linguagem universal. Ok. É só isso. Tá? Ali atrás. Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, agradecer a sua conferência. Meu nome é Marcos Moreira, sou professor do Instituto de Letras aqui da UNB. Tá bem? E a minha pergunta é bem pontual. No início da sua conferência, você fez uma comparação entre a lógica e os estudos da linguagem e comentou que não existiria mais essa pretensão universalizante na lógica, mas existiria na linguagem. Isso. Eu não consigo Linguística. perceber isso na área de letras no Brasil, nem na França, a universalização nem no nível do enunciado e muito menos no da tradução. Você tem, vamos dizer, na filosofia, essas pretensões, vamos dizer, deixam de ser, não é que não existam, mas deixam de ser mainstream, deixam de ser a linha principal de pesquisa na década de 20. Tá? Na linguística, você tem, por exemplo, teorias como a do Chomsky, a linguística gerativa, que tem pretensões universalistas, que tem pretensão de construir uma gramática universal. Está claro? Então, na filosofia, isso não subsiste. E mesmo na linguística, subsiste de maneira mitigada. Ok? Okay, I'm not sure that I've understood everything, Ok. but if I understand right, you think that non-denoting names pose a problem for Frege? No. No? No problem at all. Oh, then No problem at all. Of course not. Yeah. it's just Russell and No, Wittgenstein. yeah, it's Russell and Wittgenstein, yeah. For Frege, he would simply say that you don't have a complex formed at the level of reference, of reference. You don't have a truth value. Yeah, but you have a meaning. You have a meaning, yeah. of course. You have Sinn, but not Bedeutung. Yeah. Temos tempo para mais alguma questão, comentário? Obrigado pela sua palestra. Tinha uma questão sobre o conceito de enfraquecimento que você usou para falar do abandono assim, do objetivo universalista da lógica. Enfraquecimento ou impossibilidade? Por exemplo, impossibilidade ou enfraquecimento? Porque, por exemplo, você pode dizer que o teorema de Gödel, por exemplo, é a impossibilidade do projeto de cálculo raciocinador de Leibniz e não a mesma coisa como enfraquecimento, por exemplo. Então, você considera a impossibilidade de fazer uma linguagem universal ou enfraquecimento dos projetos atuais por causa de uma, como dizer, que tem que fazer trabalhos para encontrar essa linguagem universal ou que é impossível de construir essa linguagem universal agora? Olha, não, foi um projeto abandonado, né, vamos dizer, pelo fracasso autoconfessado do Tratatus, em grande parte. Mesmo aqueles que se veem herdeiros do Tratatus, Carnap, por exemplo, não vão mais falar numa linguagem, numa gramática universal, de uma linguagem Porque, por exemplo, falando sobre o Tratatus, por exemplo, Wittgenstein considerou a impossibilidade de fazer uma distinção entre
as cores entre vermelho e verde, por exemplo, como uma maneira de mostrar que a redução logicista da linguagem é impossível. Mas, na verdade, seria possível de construir hoje uma álgebra onde o significado do vermelho e do verde vai ser diferente em termos de variações booleanas, por exemplo. Então, significa que o projeto de Wittgenstein foi abandonado ao sentido de ser impossível ou ao sentido de ser incompatível com a sua lógica do primeiro Wittgenstein, que não é a mesma coisa nesse caso. O problema não era exatamente as cores. Vamos dizer, o problema das cores aparece no Tratados. Né? Então, ele sabe que o problema das cores está no horizonte, o Russell também sabe. Nada pode ser vermelho e verde ao mesmo tempo, e, no entanto, vamos dizer, uma mancha no campo visual verde, a descrição dessa mancha parece uma boa candidata à proposição elementar. Não pode ser porque ela se choca com a descrição da mancha vermelha. Mas o que eles tinham no horizonte? Eles tinham no horizonte uma métrica das cores. Então, você tem um espaço das cores, como o Ostwald, que é o editor do Tratados, tinha feito alguns anos antes da publicação do Tratado. Você tem um espaço das cores que pode ser representado por um octaedro, por exemplo, em que você tem 3 dimensões, e você localiza cada cor no interior desse espaço e define, e você associa cada cor a uma trinca de números. Até hoje, quem faz computação usa isso. Não é? Então, o que eles tinham em vista? Bom, se eu tenho uma maneira de reduzir números a quantificadores, e se eu tenho uma maneira de reduzir quantificadores àquela operação n, então eu tenho como reduzir, eu não sei como, mas eu devo ter como fazer uma métrica de cores em que atribuições cromáticas viram atribuições numéricas. Vamos dizer, e aí você tem um horizonte pela frente. Eles não exploraram. Por que Wittgenstein para de explorar? Porque ele vê que aí ele vê uma impossibilidade. Porque ele diz, quantificadores não servem para medir. Se eu digo que há 3 metros, eu não posso expressar esses 3 metros com um quantificador. Porque se há 3, eles são diferentes. E eu destruo o padrão de medida. E se há só 1, não há 3, há 1. Então, ele diz, os números têm que entrar em pessoa. É a primeira tentativa de salvar o Tratado. Eu tenho que trazer os números de volta para a linguagem. E aí ele vai tentando salvar o Tratado. Obrigado. Então, ele vai tentando salvar o Tratados de diversas maneiras e, vamos dizer, não é impossibilidade nesse sentido. Ele encontra uma série de becos sem saídas e fala, a saída é pelo alto. Vamos abandonar esse projeto. E o projeto não é retomado. Não é retomado. Com essa radicalidade, não tem ninguém. Ninguém. Nenhum filósofo, depois de Wittgenstein, retomou esse projeto com essa radicalidade, não. Oi, professor. Então, eu queria saber se você acha se a formalização exigida pela lógica enquanto instrumento é compatível com a lógica enquanto pretensão de uma linguagem universal. Bom, para Russell e para Frege, as duas coisas caminhavam juntas. Vamos dizer, tratava-se de criar uma linguagem, criar uma álgebra, por exemplo. É uma linguagem artificial, você vai criar um cálculo. Só que é um cálculo com lastro, essa é a ideia. Tá certo? É um cálculo que deve satisfações à realidade. É claro que você tem, eu repito, não tenho nada contra cálculo, tá certo? Cálculo é ótimo para analisar a linguagem, para você fazer análise de sentenças, para você sistematizar fatos da linguagem, para você observar melhor o funcionamento da negação. Olha a exposição que nós tivemos hoje. Seria muito difícil fazer determinadas observações se nós não estivéssemos utilizando um cálculo. Está claro? Agora, o problema todo é que é quando eu acredito, isso ninguém acredita mais, tá certo? Que é quando nós projetamos sobre a linguagem perguntas que surgiram e que só tinham sentido pleno quando a lógica não era só um cálculo. É esse o problema. Você sabe, uma questão, é um problema fora do lugar. É um problema que surgiu num determinado contexto, tinha todo sentido no contexto em que surgiu, e transportado num contexto estranho,
vamos dizer, ele ganha contornos mais ou menos contornos imprecisos. Você não vê por que, afinal de contas, alguém pode ficar tão desesperado pelo fato de que Sherlock, de encontrar uma entidade do outro lado de Homero. Eu não sei se Homero existiu. Mas então ele tem que ser uma entidade, ele tem que ser um objeto abstrato, porque senão não poderia estar falando de Homero. Qual é a aboutness dessa sentença? Bom, eu estou falando sobre Homero. E se eu for explicar quem é Homero, eu vou usar outras sentenças. E vocês vão me entender porque vocês falam português. Está claro? Não existe nenhuma premência de encontrar um objeto, uma coisa, do outro lado de Homero. É isso. João, a pergunta é bem simples, a exposição é muito clara, mas você consegue enumerar ou exemplificar algo? Assim, o debate contemporâneo abandonou isso, mas você acha que uma parte do debate contemporâneo está discutindo uma coisa que é equivocada? Não acho. Não é equivocada, mas eu acho que tem que ser recolocada, vamos dizer, tem que se tirar a urgência de determinadas questões. Está claro? Uma coisa é você saber, vamos dizer, é você perguntar como é que o nome Sherlock Holmes funciona. Isso é uma coisa. Como é que o nome Homero funciona? Funciona da mesma maneira? Não. Tá certo? Para Homero, eu tenho, vamos dizer, a sentença Sherlock Holmes era em inglês, é verdade na ficção. Ela tem condições de verdade dadas pela obra de ficção em que ela nasceu. Homero foi um grego, tem outro funcionamento. Enquanto eu estou pesquisando o funcionamento desses nomes, está ótimo. O problema todo é quando eu me sinto tentado a usar esse vocabulário arcaico, né? E falo assim, não, há uma entidade do outro lado de Homero que não é a mesma entidade que está do outro lado de João Virgílio. Aí eu acho que, vamos dizer, não é que o debate, ele perde o foco. Ele tem uma parte interessantíssima e outra parte que é simplesmente sobrevivência de questões que já não deveriam ser feitas. É isso que eu acho. A parte da questão que não deveria ser feita é que tipo de entidade é Homero. Não é entidade. Por que chamar de entidade? Homero é uma palavra que tem um uso na nossa linguagem, um uso que é sensivelmente diferente do uso de Sherlock Holmes e de João Virgílio. Por quê? Porque as condições de verdade das sentenças em que esses nomes participam, são outras. Eu procuro a verdade de maneira diferente. Tá? Então é importante distinguir. São nomes diferentes mesmo. Mas não porque designam entidades diferentes. No máximo, João Virgílio designa uma entidade, olhe lá. Está vendo? Mais alguma questão? Vamos agradecer o palestrante. Obrigado.